Dans un instant, les grands débats d'Europe 1 Soir sur les prisons françaises qui sont pleines à craquer. Dès 19h12, c'est l'heure des grands débats d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Nous parlons des prisons surpeuplées ce soir. Oui, parce qu'un record a été battu le 1er juin. La France compte 68 000 détenus dans ses prisons. Alors, quelles conséquences concrètement? Combien de prisonniers dorment tous les soirs sur des matelas par terre? La sécurité des prisons est-elle mise en cause par cette surpopulation carcérale? Et puis, comment expliquer ces chiffres? Est-ce que c'est la délinquance qui augmente, ou bien est-ce que ce sont les juges qui sont de plus en plus sévères, ou bien les deux à la fois? On en parle jusqu'à 20h avec nos invités. Pierre-Victor Tournier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes l'auteur de La prison, une nécessité pour la République chez Bucher-Chastel. On est aussi avec Serge Portelli, bonsoir. Bonsoir. Membre du syndicat de la magistrature, président de chambre au tribunal de Versailles. On attend Jean-François Forger qui est retardé par les forts orages sur Paris. C'est le secrétaire général de l'UNSA-UFAP, c'est-à-dire le principal syndicat de surveillants de prison. On est avec Alain Acco, chef du service police-justice à la rédaction d'Europe 1. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et puis nous sommes au téléphone avec Jémy Deliste, qui est secrétaire général du syndicat FO des directeurs de prison et qui est lui-même le responsable de la maison d'arrêt de Saint-Étienne. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On va commencer avec vous. Est-ce que vous pourriez nous parler de la situation dans votre prison à Saint-Étienne? Ça se traduit comment, la surpopulation? Alors écoutez, moi je vais intervenir pour vous parler de la surpopulation carcérale au niveau général et au niveau du territoire français. La problématique, c'est la surpopulation carcérale est un phénomène qui est connu depuis de nombreuses années, en tout cas en France. On s'aperçoit néanmoins, malgré les différents parcs de construction qu'on a pu connaître ces dernières années, que le taux de personnes incarcérées n'a cessé de croître et d'augmenter pour être maintenu aujourd'hui à un taux de surpopulation carcérale qui est d'à peu près 118% au niveau national. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les maisons d'arrêt de petite et moyenne taille, qui sont les établissements les plus touchés, on peut atteindre dans les secteurs d'hébergement pour hommes des taux de surencombrement qui peuvent varier entre 135% et 200%. Et à la maison d'arrêt de Saint-Étienne, la vôtre? À la maison d'arrêt de Saint-Étienne, nous avons un taux d'occupation dans la maison d'arrêt homme qui avoisine les 135%. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je le disais, que certains détenus dorment par terre, sur des matelas? Alors quand on a la chance d'avoir un bon réseau relationnel avec le monde judiciaire ou avec la direction interrégionale des services pénitentiaires, on peut, avec beaucoup d'artifices, arriver à résorber cette problématique-là. Pour l'instant, nous n'avons pas de matelas au sol à Saint-Étienne. On a été, bien évidemment, tenu d'augmenter la capacité d'hébergement en lit dans notre structure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans des pièces qui sont prévus pour héberger une seule personne, 2 détenus qui sont hébergés avec chacun un lit, mais c'est bien évidemment pas satisfaisant. Et quand on a un taux d'occupation de 135%, ça se traduit comment pour les détenus? Ça veut dire moins de parloirs, moins de formation professionnelle, moins d'accès au travail? Bien évidemment, il faut se partager l'activité parce que l'activité, de toute façon, elle est limitée par rapport à un nombre de personnes dédiées, avec des budgets qui sont malheureusement en diminution puisqu'on connaît la situation actuelle du pays. Donc on se retrouve dans des situations où il faut partager l'activité. Donc ça veut dire qu'automatiquement, il y a de manière indirecte un petit peu plus de oisiveté pour une partie importante des personnes qui nous sont confiées. Dans une maison d'arrêt, vous avez, j'imagine, beaucoup de prévenus, plus que de condamnés? Eh bien, détrompez-vous absolument pas. En fait, ce qui génère aujourd'hui la surpopulation carcérale dans les maisons d'arrêt, c'est plutôt le nombre de personnes qui sont condamnées et qui sont amenées à faire leur peine dans les maisons d'arrêt. Dans un établissement du type que je dirige, il faut savoir que nous avons à peu près un peu moins d'un quart de personnes qui sont prévenues. Tout le reste sont des personnes qui sont condamnées et qui viennent encombrer les établissements pénitentiaires de ce type. Alors vous qui dirigez à la fois une maison d'arrêt et le syndicat FO des directeurs de prison, quel est votre message aux magistrats, par exemple? On en a un qui est ici, qui pourra vous répondre après, Serge Portelli. Est-ce que vous dites, vous, les directeurs de prison, aux magistrats, attention, avant d'envoyer quelqu'un en prison, réfléchissez, on est plein? Il nous arrive de le faire parfois avec les relations qu'on peut avoir avec les personnes qui sont chez nous, surtout avec les parquets ou avec les bureaux d'exécution des peines. C'est pas aussi simple que ça. Je pense qu'en fait, bon, il y a bien évidemment eu la circulaire de politique pénale qui a été prise par Madame Taubira à l'automne dernier, qui, bon, force est de constater que les effets sont quand même assez réduits. Elle disait quoi, cette formulaire?
Je pense que cette circulaire, qui est autour de la table pourra vous en parler mieux que moi, mais en fait, elle invitait effectivement les magistrats à se pencher sur la situation aussi des établissements et de s'assurer que les conditions des établissements proches étaient suffisamment dignes pour pouvoir accueillir les personnes détenues et puis surtout de favoriser en tout cas des aménagements des peines à partir du moment où les peines étaient relativement courtes au départ. Ce qui n'était pas forcément le cas et on s'est bien aperçu que malheureusement ça n'a pas pu être suivi des faits. Donc voilà, donc nous, notre message, en tout cas en tant que directeur de service pénitentiaire, c'est peu importe la politique qui sera menée et qui est conduite par le pays, je veux dire, on n'est pas là pour juger de la politique en ce domaine. Donc il y a deux solutions pour héberger les personnes qui nous sont confiées dans de bonnes conditions. Soit on construit des places de prison, c'était l'objectif du précédent gouvernement. On a changé de politique et nous l'acceptons bien évidemment. Sauf qu'aujourd'hui, si on continue à avoir à peu près 11 000 personnes détenues en trop par rapport à notre capacité actuelle, ça devient très compliqué. Donc soit on construit des places, soit on incarcère moins, soit on fait sortir plus vite, soit on aménage plus. Je pense que ça sera probablement le sens de la politique pénale qui sera édictée par le gouvernement prochainement, puisque bon, il y a un grand projet là-dessus qui est en gestation et qui fait suite à un certain nombre de conférences, y compris la conférence de consensus qui s'est tenue au mois de février dernier. Donc la problématique, elle est là. Donc nous, ce que nous souhaitons en tout cas, c'est que on puisse au moins imaginer à ce qu'on ait un projet de parc de construction qui soit au moins égal au nombre de personnes qui sont actuellement incarcérées, entre autres dans nos établissements pénitentiaires. Donc le programme aujourd'hui, il est de 6300 places. Il en faudrait 10 000. À peu près. Il en faudrait à peu près, en tout cas, en projection, à peu près 10 000 comme vous l'indiquez, étant entendu que nous n'avons malheureusement aucune lisibilité aujourd'hui sur les mesures qui pourront être prises demain. Bon, bien entendu, même si demain on venait à supprimer les peines planchées ou à supprimer un certain nombre d'automatismes qui génèrent en tout cas un allongement des peines dans nos établissements, il faudrait quand même un certain nombre de mois, voire d'années, pour en voir en tout cas les effets dans les établissements pénitentiaires. Et ça, c'est d'autant moins acceptable qu'on est quand même à la veille de la fin d'un moratoire qui est issu de la loi pénitentiaire de 2009, de la loi Dati, qui a rappelé de manière très solennelle l'encellulement individuel, y compris dans les maisons d'arrêt. Aujourd'hui, la fin de ce moratoire va arriver en novembre 2014. Nous ne sommes absolument pas en mesure, en tout cas dans nos maisons d'arrêt, de pouvoir donner une place individuelle à chaque personne placée dans ce type d'établissement. Merci beaucoup Jimmy Delis, donc secrétaire général du syndicat FO des directeurs de prison et lui-même responsable de la maison d'arrêt de Saint-Étienne. Merci d'avoir posé le débat. Est-ce qu'on construit des places de prison ou est-ce qu'on condamne moins? On en parle jusqu'à 20h sur Europe 1. Il est 19h22, la surpopulation carcérale, on en parle ce soir dans les grands débats d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Oui, on est toujours avec Serge Portelli, vice-président d'une chambre du tribunal de Versailles, avec Pierre-Victor Tournier, directeur de recherche au CNRS, avec Jean-François Forget qui vient de nous rejoindre, qui est le secrétaire général de l'UNSA, UFAP, le syndicat des surveillants de prison, et avec Alain Acco d'Europe 1. On parlait, Jean-François Forget, juste avant que vous arriviez, avec Jimmy Delis, qui est le responsable de la maison d'arrêt de Saint-Étienne et qui essaie de nous décrire de son point de vue de directeur de prison, cette surpopulation, puisqu'on a battu le record au mois de juin du nombre des détenus en France. Vous avez organisé une journée d'action hier pour protester, pour dire quoi? Oui, alors pas initialement à l'égard de la surpopulation pénale, plus largement à l'égard de la situation catastrophique de nos établissements pénitentiaires en termes de violence. Et je pense qu'on a dérapé depuis près de 20 ans, ou 30 même, du but propre même de la prison. Et j'ai cru entendre, quand je suis arrivé, M. Deliste, parler de sujets complètement... Enfin, c'est une réflexion qu'il porte, qui est une réflexion pour nous... assez bipolaire quoi. Le sujet il est ailleurs. Ça fait 25 ans qu'on porte un projet que d'ailleurs on souhaite très prochainement proposer au président de la République, qui vise à réfléchir à la prison autrement, à ne pas rentrer dans le débat. C'est pas le rôle des fonctionnaires pénitentiaires de qui doit-on incarcérer ou pas. Ça c'est au législateur et à la société d'en découdre. Néanmoins, en ce qui nous concerne, arrêter avec cette prison qui vise à ce que on ait des maisons d'arrêt et des centres pénitentiaires ou des centrales. Nous, on a une réflexion plus large visant à créer des établissements ou à transformer les établissements en établissements spécialisés, adaptés, visant à profiler les détenus pour qu'on puisse les orienter vers une prise en charge de la
profession pénitentiaire que je représente pour qu'on puisse faire autrement que ce que l'on produit aujourd'hui avec, avec un point clé, et je finirai là-dessus, une décision que l'on attend de la ministre, au moins une, celle qui vise à sortir l'insertion de l'approbation de l'administration pénitentiaire et créer une véritable direction au sein du ministère de la Justice pour qu'enfin les politiques s'assument au regard des budgets alloués. Oui, mais alors votre journée d'action hier, c'était pas pour une prison rêvée et une grande réforme, c'était d'abord pour protester contre la violence, contre ce qui se passe en ce moment. On n'est pas des utopistes, on n'était pas là pour une prison rêvée. Hier, c'était une journée d'action visant à dénoncer, bien évidemment, un point qui est celui de la surpopulation pénale, un deuxième qui est conjoint, c'est l'état de délabrement de nos structures, au-delà de l'aspect sanitaire. C'est quand même près de 2000 agressions de personnel, d'agressions graves, c'est un peu de productivité sur la réinsertion. Il faut changer de schéma, et nous, on n'est pas dans le débat de qui il ne faut pas incarcérer. À partir du moment où on doit incarcérer autrement pour nous, et sortir d'un certain angélisme pour atteindre un pragmatisme certain. On va en reparler de ces violences. 2000 agressions par an, vous nous dites? Oui, bien sûr, l'administration dira la moitié, comme d'habitude, ça sera selon les syndicats et selon les renseignements généraux. Mais vous comptez quoi, toutes les agressions verbales? Non, je vous parle d'agressions physiques. Par contre, on est très très grave, puisqu'on a monté dans l'échelle aussi de la gravité des agressions. Et là, celle-ci, enfin, ne serait-ce qu'en 8 jours, c'est une surveillante qui s'est fait broyer le bras à Fresnes il y a 4 jours. C'est 2 surveillants en prise d'otage c'était vendredi dernier. C'est un surveillant qui s'est fait transpercer le dos de 7 cm au niveau de la moelle épinière il y a un mois. C'est 4 surveillants pris en otage il y a 8 semaines. C'est un surveillant qui a failli se faire trancher la carotide. C'est passé à 2 mm à Fleury-Mérogis au mois de janvier. Enfin voilà, c'est ça notre quotidien. Aujourd'hui, quand on est surveillant ou surveillante pénitentiaire, on sait quand on rentre, on ne sait pas comment on sort. Pierre-Victor Tournier, vous êtes un des meilleurs spécialistes des statistiques sur la prison en France. Ces chiffres qui nous sont donnés à l'instant, 2000 agressions, c'est quelque chose qui est en augmentation en France? Oui, je ne suis pas uniquement spécialiste de statistiques, je dis souvent aussi que j'ai quelques idées, et ces idées, je les ai développées donc dans ce livre que vous avez cité, La prison, une nécessité pour la République, sans point d'interrogation. Et pour être vraiment transparent, j'ajouterais que je suis aussi un scientifique impliqué. Je suis le président de l'association Dès maintenant en Europe, qui est une association social-démocrate, donc qui annonce la couleur. Donc on sait bien qui nous parle. Voilà, on a votre CV complet. Je suis aussi. Le CV complet est beaucoup plus long que ça. Ça n'est pas la question, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Et le troisième point, c'est qu'effectivement, sur ces questions-là, je porte un appel qui est l'appel du 23 avril, qui est soutenu par une dizaine d'organisations. Dont l'ANJAP, l'Association des juges d'application des peines, le SNEPAP FSU, qui est une organisation de fonctionnaires pénitentiaires, et qui est soutenue par une centaine de personnalités, dont un certain nombre de grands spécialistes de ces questions. Cette démarche de l'appel du 23 avril s'oppose d'une certaine manière à toutes les formes de radicalité. Formes de radicalité qui ont été portées par les néoconservateurs au pouvoir pendant un certain nombre d'années ici, sarkozysme, mais radicalité aussi de la pensée, je dirais, d'une certaine forme de pensée libertaire pour laquelle la prison en démocratie n'est pas une nécessité. Et l'important, effectivement, pour avancer, et j'espère que le gouvernement va choisir cette optique, c'est d'avancer sur la base d'une idéologie qui est portée depuis des années par une organisation internationale qu'on appelle le Conseil de l'Europe. Et cet appel du 23 avril s'appuie principalement sur un excellent travail. Ça tombe bien, il a été fait à l'Assemblée nationale par une mission d'information présidée par Dominique Rimbourg et qui, à chaque page, s'inspire de ces recommandations du Conseil de l'Europe. Et l'un des points principaux sur lesquels mon association bataille, au départ seule, dès 2006, c'est effectivement la création d'une nouvelle probation. Alors, ce qui est un peu gênant dans ce terme, c'est que comme nos concitoyens et une grande partie des auditeurs d'Europe 1 qui sont représentatifs savent pas ce que c'est que l'ancienne, si on leur annonce une nouvelle probation, ça va leur faire une belle jambe, parce que nouvelle droite, nouvelle cuisine, etc. D'où la nécessité, dans cet appel, d'appeler les choses par un nouveau nom, c'est-à-dire la contrainte pénale. Une mesure qui existe dans bon nombre de pays, qui se définit sans aucune référence à la prison. Il s'agit
de effectivement définir une contrainte qui va s'inscrire dans le temps, à l'extérieur. Nous parlons de contraintes appliquées dans la communauté nationale, la communauté dont on parle dans l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, définie après-guerre. J'invite vraiment tous vos auditeurs de relire ce texte, de relire bien sûr les 28 articles où il s'agit des droits essentiels, mais n'oubliez surtout pas l'article 29, où on parle effectivement de cette liberté de chacun qui est limitée par la liberté d'autrui, où l'on parle de morale, où l'on parle d'ordre public. C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est là-dessus qu'on s'appuie dans cet appel pour avancer pour une véritable réforme, non pas pénitentiaire, mais une réforme pénale, et même plus, une réforme qui s'appuierait sur, c'est un slogan, mais je crois qu'il est très fort, pas de justice sans sécurité, pas de sécurité sans justice, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quel pays. Cette dialectique entre la sécurité et la justice, c'est au cœur des enjeux d'aujourd'hui en matière de justice et de sécurité en France. Une pause et on parle de la surpopulation carcérale en France jusqu'à 20h. Il est 19h32 dans les grands débats d'Europe 1 Soir. On continue de parler de la surpopulation carcérale avec vous, Nicolas Poincaré. Oui, et avec nos invités pour commenter le fait que l'on ait battu le record absolu de détenus en France en atteignant presque 68 000 détenus pour 57 000 places au 1er juin dernier. On continue à en parler dans les grands débats d'Europe 1 Soir avec vous, Serge Portelli, donc membre du syndicat de la magistrature. Comment on explique ces records? Je posais la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de plus en plus de délinquance ou est-ce que vous, les magistrats, vous êtes de plus en plus sévères? Les magistrats sont de plus en plus répressifs. Contrairement à la chanson qu'on écoute très souvent, le laxisme, tout le monde est remis dehors, les délinquants sont dans la rue, c'est faux. C'est complètement faux. Et c'est des chiffres qui sont en augmentation constante depuis un bon moment. Donc si vous fréquentez les cours d'assises, ou encore mieux les tribunaux correctionnels, les comparutions immédiates, bah vous voyez qu'effectivement les magistrats ont la main de plus en plus lourde. Alors, c'est une responsabilité qu'il faut assumer, c'est vrai, mais on peut aussi se poser la question, pourquoi les magistrats sont de plus en plus sévères et pourquoi est-ce qu'ils mettent en prison des gens qui, à mon sens, ne devraient pas toujours s'y trouver? Un constat qui a été fait par d'autres que moi et depuis très longtemps. Par exemple, qui est en prison et ne devrait pas s'y trouver? Bah écoutez, vous avez actuellement une grande partie des détenus qui sont là pour purger des très courtes peines, voire des courtes peines. Alors, pour que l'auditeur comprenne, c'est des peines qui sont, par exemple, de moins de 6 mois de prison ou de 4 mois de prison. Voilà. Il y en a énormément. Et il faut savoir qu'en France, l'immense majorité des peines qui sont prononcées, des peines d'emprisonnement, sont des peines courtes. Voilà. Donc, vous me dites, qui ne devrait pas s'y trouver? Ben moi, je dis une grande partie de ces gens-là. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a d'autres façons de sanctionner. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Puisque la loi, qui a été encore modifiée il n'y a pas très longtemps, dit que quand la peine est de moins de 2 ans de prison, eh bien, il faut l'aménager. L'aménager, ça veut dire simplement trouver à la place une autre peine, qui peut être une peine de travail d'intérêt général, qui peut être une peine de prison, de jour amende, je veux dire, ou de sursis avec mise à l'épreuve, peu importe. Mais le paradoxe en France, c'est qu'on fait un effort d'imagination du côté de la justice quand les gens sont déjà en prison. Et donc, quand ils y sont déjà, effectivement, on se dit, bon, ben, on va tout faire pour les remettre dehors. Donc, aujourd'hui, on essaye d'aménager à tout crin des peines d'emprisonnement qui ont été prononcées pour éviter cette surpopulation. Ce qui est, à mon avis, assez stupide, parce que l'effort, il faut le faire au début. C'est-à-dire quand l'intéressé passe devant le tribunal, et à ce moment-là, il faut déployer tous les moyens possibles imaginables. On en a pour faire autre chose que de l'emprisonnement. Alors je ne dis pas qu'il faut supprimer les prisons, ni supprimer l'emprisonnement, mais réduire très largement le taux d'emprisonnement et utiliser des peines qui sont plus intelligentes et qui sont surtout beaucoup plus productives, beaucoup plus intéressantes, plus humaines, et qui évitent la récidive. Elles existent ou il faut les inventer, les améliorer? Bah écoutez, en 1983, donc ça commence à faire une trentaine d'années, on a inventé le travail d'intérêt général. C'est quand même pas idiot comme peine. C'est-à-dire plutôt que de mettre l'intéressé en prison, eh ben, on lui fait faire un travail qui va être utile à tout le monde, à la collectivité, à la mairie, à une association, peu importe, dans un hôpital. Voilà.
c'est quand même bien. Il peut apprendre un métier, il peut s'insérer, il peut continuer à rester chez lui, et c'est une vraie peine. Parce qu'évidemment, c'est pas un travail qui est rémunéré. Serge Portelli, si un jeune homme arrache le sac de votre maman, vous avez envie que ce jeune homme aille en prison ou qu'on lui donne un travail d'intérêt général? Ce que j'ai envie, c'est que la justice, dans ce cas-là, réfléchisse. Alors que la justice prononce une peine de prison ou pas, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est d'ailleurs le sens de cette fameuse circulaire Taubira dont on parlait tout à l'heure. C'était le directeur d'établissement pénitentiaire qui le disait. La circulaire qui demandait en gros aux magistrats de se renseigner un peu avant d'envoyer en prison, gros, de savoir s'il y a de la place ou pas, quoi. D'être humain et intelligent. C'est-à-dire que quand on a un cas devant soi, quand on a un acte, une infraction, et quand on a un homme et une victime, eh bien, on prend tout ça en compte et on essaye, non pas de faire de la prison à tout crin, ce qu'on a fait pendant très longtemps, mais d'essayer de trouver une peine qui soit individualisée et adaptée. Parce que sinon, ce qu'on fait aujourd'hui, avec cette surpopulation, c'est qu'on court à la catastrophe. Enfin, moi, je voudrais au moins dire ça. Actuellement, je dis pas que les prisons sont des poudrières, mais elles risquent de le devenir. Et ce que disait à la fois le directeur et puis en même temps le personnel de surveillance, c'est totalement vrai. Aujourd'hui, il y a tellement de monde en prison qu'on ne peut presque plus rien faire. La prison peut être un outil, mais il faut le changer profondément. Et en tout cas, on ne pourra strictement rien faire aujourd'hui si on reste à ce taux de détention en France. Une nouvelle pause et on revient pour ce débat sur les prisons françaises. À tout de suite. Il est 19h39, c'est la suite des grands débats d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Nous parlons de la surpopulation carcérale. Mais avec un magistrat, Serge Portelli, avec un expert, Pierre-Victor Tournier, avec un surveillant de prison, Jean-François Forget, et avec Alain Acco de la rédaction d'Europe 1. Alain, on parle donc de ce chiffre de 68 000 détenus, record de France battu en juin, au 1er juin 2011. Si je ne me trompe pas, on n'avait en gros jamais connu un tel taux d'incarcération en France. Ça fait un peu plus de 100 personnes en prison pour 100 000 habitants. On va dire grosso modo, parce que Pierre-Victor Tournier, qui est un spécialiste de ces chiffres, contredira tous les journalistes ou tous ceux qui parleront sur le sujet. Mais globalement, il n'y a jamais eu autant de monde dans les prisons françaises, c'est clair. Au niveau de la surpopulation, il y a eu pire il y a quelques années. Oui, parce qu'on a plus de place. Parce qu'on a un petit peu plus de place, parce qu'on joue. Pierre-Victor Tournier peut rentrer dans tous ces détails-là, mais globalement, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de monde en prison depuis la libération, depuis 1946, ce qui est assez impressionnant. Alors, est-ce que c'est la faute à une délinquance et une criminalité qui est beaucoup plus violente et qui est beaucoup plus réprimée? Sans doute, en partie. Sans doute en partie aussi aux lois. On n'en a pas parlé, aux peines planchées qui viennent du gouvernement de Nicolas Sarkozy. La peine planchée, c'est une peine minimale que le magistrat est obligé de donner en cas de récidive, en gros. Oui, grosso modo, sauf dérogation, et il faut qu'il justifie pourquoi il n'a pas appliqué la peine planchée. Et dans le même temps, c'était le paradoxe, il y a les peines planchées d'un côté et puis la loi Rachida Dati de l'autre, avec le même président de la République qui imposait, comme l'a dit monsieur Portelli tout à l'heure, en deçà de 2 ans de prison, d'aménager la peine. Donc on faisait rentrer plus de monde, mais il fallait en faire sortir plus en même temps. Et le constat que l'on fait, c'est que la durée moyenne de détention ou de personnes sous écrou est passée globalement ces dernières années de 7-8 mois à plus de 10 mois en moyenne. C'est la durée moyenne d'un séjour en prison. Donc les peines sont plus longues. On reste un peu plus longtemps en prison et donc du coup les prisons s'engorgent un peu plus. Encore un mot, Alain, on l'a évoqué tout à l'heure, la question, la promesse qui a été faite de mettre tous les détenus de France dans des cellules individuelles. C'est une obligation européenne? C'est Rachida Dati qui l'avait promis? C'est un moratoire, effectivement. On a un délai en principe avant novembre 2014. Il faudra que tous les détenus qui le souhaitent seront en cellules individuelles. Et on n'y arrivera jamais, non? On sait très bien qu'on n'y arrivera pas. C'est une loi pas. qui a été votée par la France. Et alors, qu'est-ce qui se passera si en novembre 2014, on n'a pas toutes les lois qui ne sont pas appliquées? On votera une loi qui prorogera le délai. Je voudrais revenir à la fois sur 3 points, en essayant d'être bref et très concret. Oui, bonne idée. Comme je le suis en tant qu'enseignant depuis 30 ans de mathématiques. Donc, à la fois le diagnostic, pourquoi on a 68 000 détenus? Est-ce que la circulaire de Christiane Taubira a eu des effets? Je réponds tout de suite oui, mais timide. Et est-ce que les solutions ne s'inscrivent pas assez aisément dans le diagnostic? 3 raisons précises.
qui explique pourquoi on en est à ce maximum historique de 68 000 détenus, auquel il faut ajouter les plus de 10 000 condamnés qui sont en placement sous surveillance électronique. Ça veut dire une population sous écrou de plus de 80 000 personnes. On n'a jamais observé cela de toute notre histoire. Premier élément, on va reprendre des choses qui ont été dites ou bien par Serge Portely ou par M. Acco. Premièrement, un accroissement des durées sous écrou, des durées de séjour, entre guillemets, sous écrou, qui sont très directement liées aux peines planchées. Quand on regarde les données statistiques, on s'aperçoit qu'à partir de 2007, c'est-à-dire l'année du vote des peines planchées, eh bien, nous allons assister à une augmentation très importante des durées. Et ça produit plus de détenus, alors qu'il y a un accord très très large, y compris à droite, pour reconnaître, j'ai entendu des sénateurs et des députés de droite ou du centre dire « mais nous savons bien que ces peines planchées ne sont pas efficaces, mais c'est pas fait pour ça ». C'est pour, effectivement, j'ai appelé ça des lois tigres de papier. On fait semblant de lutter contre la récidive, alors qu'on sait très bien que ça n'a pas d'efficacité. Eh bien, ces peines planchées ont une efficacité en termes d'inflation carcérale. Deuxième point, c'est d'une autre nature, statistiquement, c'est les entrées. Depuis 3 ans, depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, les entrées se sont mis aussi à augmenter. Et là, on peut repérer très facilement que le responsable de cette affaire, c'est évidemment le responsable de l'affaire Pornic, la personne qui est jugée aujourd'hui, mais surtout le politique qui a exploité à mort cette affaire pour essayer de faire en sorte que toutes les peines qui n'étaient pas encore mises à exécution le soient, y compris des courtes peines, y compris des peines qui avaient été prononcées depuis très longtemps. Donc on voit dans les chiffres à la fois une augmentation des durées liées aux peines planchées, une augmentation des entrées en partie due à l'affaire de Pornic et à cette mise à exécution de façon frénétique des peines. Attendez, je vous interromps pour que tout le monde comprenne bien. Alain Acco, vous pouvez nous décrypter, tout le monde n'a pas en tête l'affaire Pornic. L'affaire de Pornic, l'affaire Laetitia, l'affaire Tony Meillon, ce meurtrier qui a été condamné récemment, il y a quelques semaines, pour le meurtre atroce d'une jeune femme, alors qu'effectivement, il aurait dû être encadré de plus près, même si son dernier délit était un outrage à magistrat, et donc il n'y avait pas forcément urgence à traiter son cas. On a découvert à cette occasion, en tout cas le grand public et le monde politique a découvert à cette occasion, l'extrême misère des services de probation qui sont chargés d'accompagner les détenus, de les encadrer aussi quand ils sortent de prison pour leur éviter de récidiver, ce qui est un énorme souci qui reste prégnant et très fort aujourd'hui. Et le troisième élément qu'il ne faut jamais oublier, même s'il est très difficile à mesurer, bien sûr, c'est l'évolution possible de la délinquance et de la criminalité. On a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent de penser que depuis des années, Sarkozy ou pas, un certain nombre d'actes de violence sont commis. Les derniers chiffres produits par l'ONDRP montrent quelque chose d'assez inquiétant, qui est la croissance des violences dont les femmes sont victimes dans la rue. Les uns et les autres, dans les médias, nous parlons de ce phénomène. C'est pas un faux débat. Et d'une certaine façon, les solutions sont inscrites dans cette perspective. Évidemment, la priorité des priorités, c'est lutter contre la délinquance et la criminalité, mais tout le monde est d'accord là-dessus. La question des peines planchées, elles n'ont aucun intérêt en matière de lutte contre la récidive. C'est un consensus au niveau de la recherche internationale. C'est pas ça le sujet. Donc évidemment, il faut les abolir. Et puis assez rapidement, ça va avoir des effets en termes de durée. Et puis quant à la question des entrées, et là je vais rejoindre Serge Portely, c'est-à-dire que on ne doit pas mettre à exécution n'importe quoi dans n'importe quelles conditions. Et donc la solution là, elle est à la fois au niveau des entrées, au niveau des sorties. Il est essentiel, comme le font la plupart de nos partenaires européens, de développer, mais de refonder la libération conditionnelle qui a montré son efficacité. Ça permet de réduire et les coûts, parce que la prison coûte cher, et les risques de récidive, et puis surtout éviter le recours à la prison quand on peut faire autrement, et c'est là la nécessité de développer ce qu'on va appeler la nouvelle probation. Il faut peut-être transformer la prison aussi, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais... il faut qu'elle soit respectueuse des droits. Oui, il faut qu'elle ait quand même un sens, parce que si on met des gens en détention, c'est effectivement parce qu'ils ont commis une infraction, mais c'est pour qu'on essaye d'en faire autre chose, qu'ils ne récidivent pas et qu'ils puissent s'insérer dans la société. Or, aujourd'hui, la prison ne répond pas du tout à ces objectifs. Alors, on continue à en parler, notamment on donnera la parole à Jean-François Forget, surveillant de prison, juste après une pause.
Il est 19h49, c'est la dernière partie des grands débats d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Oui, sur la surpopulation carcérale et ce record qui a été battu en France du nombre des détenus. Alain Caux, on essayait de parler avec nos invités des solutions qui sont envisagées. Serge Portelli nous disait il faut sans doute arrêter les trop courtes peines. Il y a d'autres solutions possibles, numerus clausus, Tout à l'heure, Pierre-Victor Tournier évoquait la mission parlementaire menée par le député socialiste Dominique Raimbourg, qui avait évoqué et prôné un numerus clausus. Très clairement, ça veut dire que on vérifie combien on a de places en prison, et au-delà d'un certain nombre, on n'envoie pas en prison, ou alors on fait sortir. Évidemment, on ne fait pas sortir les meurtriers, on fait sortir ceux qui sont condamnés aux plus courtes peines et qui sont encore en détention. pour faire de la place à un autre. Pour faire de la place à un autre, et on vérifie comme ça partout dans tous les ressorts judiciaires de France s'il y a la place pour mettre ou ne pas mettre. Le problème, c'est que d'entrée, Christiane Taubira a dit, le numerus clausus, c'est non, ça ne sera pas une des solutions adoptées dès le mois de janvier, elle l'a dit. Alors les autres solutions sont quoi? Sont les peines alternatives, le bracelet électronique? Qui est déjà utilisé, qui l'est de plus en plus, le bracelet électronique, qui n'est pas non plus la panacée qu'on voudrait parfois faire croire. C'est extrêmement lourd, psychologiquement aussi, pour ceux qui ont un bracelet électronique, de porter ce fil à la patte en permanence. Ils ont des autorisations de sortie d'une heure précise à une autre heure pour aller travailler ou pour aller chercher du travail, ce qui occasionne beaucoup de problèmes si jamais ils ont un retard, un bus en panne, une voiture qui ne vient pas les chercher ou qui elle-même tombe en panne. Ça crée des soucis. C'est une des solutions qui est développée. Une autre, Alain, c'est de ne pas envoyer des gens forcément qui ont été condamnés de façon très ancienne. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont été condamnés il y a 2 ans, il y a 3 ans à des courtes peines et qui sont rattrapés On trop parlait tard. des dizaines de milliers. Le chiffre qui a été brandi à l'époque, c'était 80 000 peines de prison non exécutées. On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout. Avec précaution. Il n'y a pas d'instrument pour le mesurer. Tout à fait. Fiable. Et ce que proposait par exemple Jean-Marie Delarue, contrôleur général des espaces des prisons et des espaces de privation de liberté, c'était d'amnistier les peines, ce type de peines non exécutées, amnistier les plus petites, celles qui datent d'il y a 2-3 ans par exemple. À quoi rime? Quel est le sens d'une peine de prison si elle intervient 3 ans après la condamnation et parfois 5 ans après les faits pour lesquels elles ont été prononcées? Jean-François Forget du syndicat UNSA-UFAB, vous les surveillants de prison, quand vous entendez ces débats, quand vous entendez ces gens qui réfléchissent à comment faire pour qu'il y ait moins de gens en prison, vous dites quoi? Je vais être dur, mais des fois je leur dis d'arrêter de réfléchir. À d'autres, j'entends ce qui est dit. Ça sera vraiment difficile parce qu'on est payé pour, quand même. Oui, c'est ça le problème. Magistrats, surveillants, les surveillants sont payés pour réfléchir aussi. Je ne vous ai pas coupé la parole tout à l'heure. Ah mais non, mais on peut débattre aussi pour ça, mais là c'est plus un débat si on peut plus s'exprimer. Oui, mais c'est pour ça aussi que ce pays en est là où il est. D'ailleurs, c'est que depuis 30 ans où les gens et l'abolition de la peine de mort, personne n'en parle, et les conséquences de celle-ci, personne n'en parle. On a eu des plans de construction de prison. Nous, ce que l'on dit, c'est effectivement, il y a plein de choses. Il y a des vérités quand même qui sont dites sur les aménagements de peine. Sur la peine de mort, pardon, vous avez dit il y a eu l'abolition de la peine de mort. Depuis l'abolition de la peine de mort, personne s'est posé la question, y compris M. Badinter. Bon, ben écoutez, on raconte des bêtises. C'est vrai que nous, on subit l'échelle et l'allongement des peines, contrairement à ce qui a été dit, parce que il y a effectivement les moyennes sont toujours trompeuses. Il y a beaucoup de petites peines et beaucoup de très longues peines, ce que l'on n'avait pas avant. L'échelle des très longues peines a explosé. Ben, écoutez, nous le constat, il est clair, il est établi, mais bon, les statisticiens seront beaucoup plus efficients que nous, qui sommes des praticiens au quotidien. À condition qu'ils réfléchissent. Ce que l'on réclame, nous, c'est pas en train de dire il faut rentrer ou pas, ou sortir des gens en prison, ça c'est à la société, aux législateurs. Nous, les professionnels, ceux qui gérons ces individus au quotidien, c'est que la situation ne convient pas. Alors effectivement, rentrer des détenus pour 6 mois dans nos prisons, au jour d'aujourd'hui, on est forcément improductif parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Ça, c'est une réalité. Mais je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les faire rentrer en prison. Et à ce moment-là, il faut nous donner d'autres moyens. Quant aux peines de probation, on nous souscrit à ça. Mais arrêtons d'en rajouter des mots sur des mots. Ça fait des millefeuilles. Tout existe aujourd'hui sur les peines alternatives à l'incarcération. Et il y a une différence qu'il faut connoter quand même. Il faut différencier les peines alternatives et les aménagements de peine. Je pense que nos concitoyens ont du mal avec ça, et d'ailleurs pas que nos concitoyens. Et en l'occurrence, il n'y a qu'à se lancer là-dedans, mais mettez-vous à la place d'un magistrat aujourd'hui avec la pression de la société, quand il est question de mettre une libération conditionnelle, c'est compliqué. Nous, on peut le comprendre, même si on y souscrit, et qu'on demande à ce qu'on dynamise tout ça. Ce qu'on veut, c'est que la prison, ça soit un temps utile, qu'on nous donne les moyens de traiter les choses correctement, mais qu'on arrête d'être malhonnête. C'est-à-dire quoi qu'on veut donner les moyens de traiter les choses c'est-à-dire un détenu, c'est-à-dire que le sujet, c'est pas plus ou moins de places de prison, c'est construire déjà un projet
un projet. Alors il y a une politique pénale, il y a une loi qui est à l'écriture et qui sera donc débattue cet automne. Mais il ne peut pas y avoir de loi pénale s'il n'y a pas à côté de ça une loi de politique carcérale, quoi. L'un sans l'autre, ça ne peut pas aller. Et on fait tantôt l'un ou tantôt l'autre. Il faut faire les deux. Et en l'occurrence, construire aussi un projet parallèle et pas non plus déconnecté de la politique pénale et donner les moyens qui vont avec. Alors si c'est la finalité de construire plus de places de prison, construisons-en plus. Mais si c'est pour les construire bêtement, pour en dire on en fait 5000 de plus comme on le fait aujourd'hui, ça sert à rien. Nous, on veut un temps utile à l'incarcération, on veut des établissements spécialisés, adaptés, où on profile les détenus, qu'on ne les mélange pas en fonction de l'échelle de leur peine et du cursus, comme ça se fait dans certains pays, notamment au Canada, et que l'on puisse aussi parler de sécurité sans que ce soit un gros mot, de réinsertion sans que ce soit un gros mot, et qu'on considère que l'on puisse graduer les niveaux de sécurité et d'appréciation de la mise en probation, parce que vous parlez de probation comme un élément extérieur. Dans certains pays comme au Canada, la probation, ça existe aussi. On parle de probation carcérale d'ailleurs. Ils travaillent sur la probation en interne. Ça peut vous choquer, mais allez voir ce qui se passe ailleurs. Vous voyez, il n'y a pas que des bêtises. Une dernière question parce qu'on arrive au bout. Et on va... Non seulement je réfléchis, mais je voyage. Je n'ai aucun doute là-dessus. Un dernier mot sur les très longues peines. Vous disiez, on a de plus en plus de très longues peines. Mais forcément que ça sera contrarié, contredit. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, nos établissements à même d'accueillir de très lourdes peines, ce qu'on appelait les maisons centrales, explosent. Elles ne peuvent pas les accueillir tous. Alors, on dirait elles ne sont pas pleines. Elles ne sont pas pleines parce qu'on ne peut pas aussi gérer le niveau de dangerosité dont ils répondent. Non, il n'y a pas de numerus clausus dans ces prisons. Il y a un principe. Ne niez pas l'évidence. Mais je ne nie pas l'évidence, mais d'autant plus que je ne nie pas. Heureusement d'ailleurs qu'elles ne sont pour l'instant, pour les maisons centrales d'entre elles, elles ne sont pas pleines. Parce que si elles étaient pleines, pour le coup, elles seraient très explosives, on n'arrive pas à les gérer. Et ça, c'est un paradoxe qu'on n'aura pas le temps d'expliquer, mais en tout cas, les prisons françaises n'ont jamais été aussi pleines. Et c'est cela dont on parlait depuis 19h sur Europe 1 avec Serge Portelli, Pierre-Victor Tournier, Jean-François Forget et Alain Acco. Merci beaucoup à tous les quatre. Dans un instant, la voilà, c'est Bérangère Bonte.